Bonjour à tous, je suis Eleven. Je vais vous présenter aujourd'hui dans cette deuxième vidéo sur la petite présentation du TCG Yu-Gi-Oh! Le fonctionnement d'un tour, c'est-à-dire les phases présentes dans un tour, comment il se déroule, comment il se termine, et ainsi de suite. Bien évidemment, pour les deux joueurs, les phases seront grosso modo les mêmes, puisqu'un tour fonctionne de la même façon pour un joueur que pour l'autre, avec quelques petites subtilités bien évidemment, mais que je vous expliquerai également en temps voulu. Cela dit, avant ça, vous voyez que donc j'ai des cartes devant moi, pour une bonne raison, c'est que je vais également vous présenter juste avant le fonctionnement du terrain, c'est-à-dire comment on joue au jeu, concrètement, avec des cartes. Oui, vous me direz, mais on les joue comment? Eh bien, il faut qu'on les place. À l'instar de certains jeux, comme par exemple Magic, où on pose les cartes un peu comme on veut, on a juste, on va dire, des conventions qui ont été mises comme quoi les monstres iront vers l'avant, tout ce qui est mana plus vers l'arrière, etc. Eh bien, de Yu-Gi-Oh! C'est un peu la même chose, sauf que nous, le terrain est assez explicite. La plupart du temps, on peut très bien jouer sans terrain, il n'y a aucune obligation d'avoir un tapis. Certains d'autres comme moi ou bien d'autres personnes qui font du casu ou des tournois, du compétitif vont amener des tapis. Et certains ont carrément des cases en fait inscrites dessus. Là, c'est pas le cas, hein, vous verrez de toute façon, c'est que du design. Et c'est pourtant de l'officiel Konami, hein, mais ils font parfois que du design et pas nécessairement les zones en plus. C'est pour ça que je vais faire aussi cette vidéo, c'est pour les personnes non initiées qui comprennent un peu comment fonctionne le terrain en lui-même. Donc pour commencer, eh bien, le terrain comporte un peu plus d'une dizaine d'emplacements. Donc il y a 5 emplacements pour les monstres, 5 pour les magies pièges, une pour la magie de terrain et 2 extra monstres. Quand je parle d'emplacement, c'est là où est-ce qu'on va jouer ces cartes spécifiquement. Tout ce qui est donc deck, extra deck, cimetière, bannissement, je ne les considère pas comme étant des emplacements parce qu'on ne joue pas une carte à cet emplacement-là. C'est des endroits où elles vont être au début, donc les decks par exemple, et où est-ce qu'elles vont terminer. Une fois qu'une carte va mourir, finir sa résolution, elles vont finir au cimetière ou en bannissement. Voilà pourquoi je fais cette petite différence entre les zones où est-ce qu'on joue les cartes et les zones où terminent les cartes. Mais ça, ce n'est que mon avis. Après, si on veut dire il y a tant de zones en incluant cimetière bannissement, ça marche également. Donc pour commencer, la zone terrain, c'est pas compliqué. Il y a en haut à gauche un emplacement où on mettra la magie de terrain. C'est la même pour les deux joueurs. Les terrains, c'est quand vous jouerez l'un en face de l'autre, vous aurez un espèce d'effet miroir un peu bizarre. Parce que moi, je mets ma magie de terrain ici, lui la mettra en face de moi là. Mais grosso modo, c'est la même chose. Ensuite, nous avons les zones magie-piège. Il y en a donc 5 qui seront donc vers le bas. Donc, par exemple, les pièges, on va pouvoir les poser, les magies, les activer, et ainsi de suite. Il y en a 5. Pour les monstres, c'est la même chose. On va donc pouvoir les placer dans les mêmes colonnes que l'endroit où est-ce qu'on pourrait jouer ces fameuses cartes magie-piège. Alors, pourquoi on a quand même cette importance de colonne notamment, c'est que jusque-là, on n'avait pas vraiment de problème là-dessus. Ça pouvait arriver que dans certains matchs, quelqu'un lit une carte, un effet d'un monstre, et en la remettant, il se trompe d'endroit. Au lieu de la reposer ici spécifiquement, il la pose là. Il y a des moments, c'était pas trop dérangeant, parce que bon, ça changeait concrètement pas grand-chose, mais des cartes ont fini par arriver plus tard qui jouent avec les colonnes. Je pense aux mecs chevaliers, par exemple, qui sont des cartes qui disent, lorsque deux cartes sont présentes dans la même colonne, et quand on dit deux, c'est pas que chez vous, chez l'adversaire, hein, c'est dans la colonne minimum de cartes, vous pouvez invoquer spécialement le monstre de votre main dans cette dite colonne. Certaines autres cartes comme Infini éphémère, qui est une piège, donc une carte dans ce principe-là, donc une piège violette, et lorsqu'elle est activée, vous pouvez annuler les effets d'un monstre à recto contrôlé par votre adversaire, et si elle avait été posée avant d'être activée, dans ce cas-là, la colonne dans laquelle elle est va avoir tous les effets de magie piège annulés jusqu'à la fin de ce tour. Donc ça inclut aussi la vôtre. Donc si vous rejouez une carte dedans, bah bien joué, vous venez de niquer une de vos propres cartes. Donc c'est pour ça quand même les colonnes ont leur importance. Ensuite, comme je l'ai précisé, et c'est pour ça que j'ai pris ce deck-là, donc deck Amazones, il y a dedans deux monstres pendules. Donc là je les ai mis comme étant des monstres. Sauf que les monstres pendules, tout est dans le nom, sont aussi des cartes pendules, donc des magies avec une petite particularité. Donc pour ce qui est des cartes, des types de cartes, j'ai déjà sorti une vidéo, bon la première, je vous invite à aller la regarder si ça n'a pas encore été fait, ça évitera les répétitions. Donc ces cartes-là vont aller dans des emplacements particuliers qui sont donc les extrémités des zones magie piège. Les cartes des zones pendules ne sont traitées que comme des zones pendules que s'il y a des cartes pendules dedans. Si par exemple j'ai une magie, une piège dedans, et que un adversaire active une carte qui dit détruisez une carte dans la zone pendule, et spécifiquement la zone pendule, il ne pourra pas la détruire parce qu'il est dans une zone magie piège, mais ce n'est pas une zone pendule. Elle en devient une lorsqu'une carte pendule est mise dedans. C'est la même chose pour les monstres. Lorsqu'un monstre est mis dans la zone pendule, il devient une magie. Donc les cartes qui vont détruire
tous les monstres, noirs, Regeki, ne vont pas les détruire. Ce ne sont pas des monstres, mais des magies. L'autre petite particularité, c'est que, eh bien, à ce moment-là, comme elles ne sont pas considérées comme des monstres, mais comme des magies pièges, un plumeau de Dame Harpie la détruit, bien évidemment. Mais ces cartes-là, lorsqu'elles meurent, ne vont pas au cimetière. Quand elles doivent aller depuis le terrain ailleurs, elles vont systématiquement aller au-dessus de l'extra deck face recto. Toujours à cet endroit-là. Ensuite, l'autre petite particularité qu'on va avoir avec, c'est que donc il y avait cette histoire comme quoi il y avait les deux espèces de zones pendules dedans, les petites échelles. Donc par exemple la 7 et 1, c'est ce qui nous permet de faire derrière son invocation pendule. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on en ait une de chaque côté. Ensuite, tac, une fois que ça a été vu, nous avons donc l'emplacement pour le main deck. Quand on dit main deck, c'est le deck principal, c'est là où vous allez avoir toutes les cartes que vous voulez jouer, que vous allez piocher, etc. Et vous aurez ici l'extra deck, alors ça serait que également, il a été retourné pour expliquer que c'est pour les cartes un peu spéciales, donc les fusions notamment par exemple. Et c'est un endroit que vous pouvez regarder constamment, hein, vous êtes en train de faire un combo, vous dites bah tiens, j'aimerais savoir sur quoi je peux m'arrêter avec une fusion par exemple, une polymérisation. Bah, je regarde, hop, j'ai le droit de regarder dans mon extra deck quand je le souhaite. C'est un endroit qu'on dit privé, donc votre adversaire ne le connaît pas, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, il n'a pas le droit de vous demander de le regarder, hein, c'est quelque chose qui est caché pour une bonne raison. Il y a juste les monstres pendules qui vont finir au-dessus lorsqu'ils seront détruits. Pourquoi? C'est parce que c'est une manière de les réinvoquer derrière. Déjà, c'est le ruling qui veut ça, et les monstres qui sont mis à l'extra deck face recto, notamment du coup les monstres pendules, c'est les seuls qui le font, peuvent être réinvoqués depuis l'extra deck via une invocation pendule dans les zones monstres extra. Et là, vous me direz, les zones monstres extra, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai parlé des 5 zones monstres. Eh bien, parce que les monstres extra, eux, ces zones-là, eh bien, elles sont un peu en avant. C'est-à-dire que nous avons, donc je vais remettre vite fait les magies pièges, les monstres, et en fait, nous avons sur les deux colonnes ici, et ces deux-là spécifiquement, deux petits emplacements ici en plus. Ces petits emplacements permettent notamment de mettre des monstres venant de l'extra deck. Donc, ces zones ont été créées pour les monstres liens, c'est à l'arrivée des monstres liens qu'elles ont été mises en place. Et c'est dans ces deux emplacements-là que vous pourrez mettre du coup les monstres liens obligatoirement la première fois qu'ils sont invoqués, mais aussi vos monstres de l'extra deck, d'où le terme zone monstre extra. Par contre, petit détail, vous ne pouvez avoir qu'un seul et unique zone à la fois. Imaginons que vous invoquez un monstre dans cette zone-là, vous ne pourrez pas invoquer dans celle-ci. Il y a des cas un peu particuliers, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est beaucoup plus technique, et même moi à l'expliquer, ça va me prendre un peu de temps. Mais sachez que si vous prenez l'une des deux zones, l'autre reviendra forcément à l'adversaire. Ça ne veut pas dire que l'autre vous est bloqué. Si votre monstre ici part pour X raison, vous pouvez dans ce cas-là invoquer dans l'autre. C'est juste que vous ne pouvez pas avoir les deux simultanément. Petit détail. Ensuite, nous avons en termes de place, également à côté ici, juste au-dessus du deck, la plupart du temps, le cimetière. C'est ici qu'on va envoyer vos cartes une fois qu'elles ont été utilisées, une fois qu'elles sont mortes. Donc les monstres, les magies, les pièges, etc. Les monstres de l'extra deck également, excepté encore une fois les monstres pendules. Et vous pourrez avoir ici la zone de bannissement. La plupart du temps, les joueurs vont les mettre comme ceci. Il n'y a pas forcément d'obligation, vous pouvez très bien les mettre en dessous de votre cimetière, mais c'est déconseillé, en termes de lecture, c'est plus pratique de les séparer. Et pareil, vous pouvez les mettre dans le même sens si vous le souhaitez, mais encore une fois, c'est plus pour le côté plus visuel. Quand des cartes sont envoyées dans la zone de bannissement, le terme qui était sorti avant, c'était elles sont retirées du jeu. Maintenant, c'est elles sont bannies. Il y a des cartes qui permettent de le faire, et en fait, c'est juste que c'est une autre zone que la zone de cimetière qui est beaucoup plus difficile d'accès. La plupart du temps, les cartes qui permettent de réanimer des monstres, de rejouer des cartes et tout, vont dire depuis le cimetière ou depuis un cimetière, celui de votre adversaire. Les cartes qui jouent avec le bannissement, il y en a de plus en plus, ça évolue avec le temps. Pour ceux qui suivent un petit peu le TCG, les dernières sorties, il y a Malice qui joue beaucoup avec justement les cartes qui se bannissent elles-mêmes pour pouvoir se réinvoquer. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on joue beaucoup avec notre cimetière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de decks où on dit il meurt sur Shifter. Shifter qui est une carte qui dit une fois qu'une carte doit être envoyée depuis n'importe où dans le cimetière de vous ou de votre adversaire, elle est bannie à la place. Ce qui fait qu'au moment où elle doit arriver là, hop, elle dégage. Petite particularité avec le concept de bannissement, c'est que si une carte doit être envoyée au cimetière et que elle doit elle-même être envoyée ailleurs, il y a un espèce de ruling qui fait que par exemple une magie pendule, lorsqu'elle est censée partir au cimetière, elle va là. Mais si on dit que au lieu qu'elles sont envoyées au cimetière, elles sont bannies à la place, elle ira pas là-bas.
elle va être bannie. Voilà, c'est un petit truc à savoir aussi. Donc ça, ce sont pour les zones. Bien évidemment, du coup, encore une fois, le main deck, l'extra deck sont deux choses différentes. Vous piochez les cartes de votre main deck. Vous pouvez regarder quand vous voulez les cartes de votre extra deck. Et ce sont deux choses qui sont dites privées, donc à aucun moment votre adversaire ne peut savoir ce qu'il y a dedans. L'information que votre adversaire par contre a le droit de connaître, c'est le nombre de cartes dedans. Si votre adversaire veut savoir par exemple vous avez combien de cartes dans votre extra deck, et bah vous devrez lui répondre que vous en avez entre du coup 0 si vous n'en avez pas et 15, mais le chiffre que vous en avez. Moi par exemple, je dois ai normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 9. Le deck n'est pas forcément fini, bon, c'est un deck un peu vieux, donc il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut dedans. Et mon deck contiendra donc 40 cartes. Donc, je rappelle vite fait, en termes de valeur, c'est de 0 à 15 cartes pour l'extra deck, et de du coup 40 à 60 pour le main deck. Donc ça, c'était pour la structuration d'un terrain. Si vous avez des questions, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas très bien compris, ou que vous avez un doute en termes de placement ou autre, surtout n'hésitez pas. Il y a des cas un peu particuliers, mais que bon, je vais quand même en parler vite fait, mais par exemple les monstres Xyz, donc pour ceux qui se souviennent, ce sont les cartes qui viennent de l'extra deck qui ont un bord noir. Elles ont donc des monstres matériels, et les monstres matériaux, pardon, on considère qu'ils ne sont plus sur le terrain. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un monstre Xyz qui a deux monstres pendules comme matériel, au moment où il va être détaché, le détachement se fait de nulle part vers le cimetière. Donc à ce moment-là, même sans histoire de shifter ou quoi que ce soit, elle finira bien au cimetière et pas à l'extra deck, parce qu'elle est détachée de nulle part vers le cimetière, pas du terrain. Hein, une petite subtilité aussi. Ensuite, on va pouvoir passer à autre chose, et ce autre chose, c'est le fonctionnement d'un tour. Comment fonctionne un tour? Eh bien, un tour, il y a au total, du coup, 6 phases. Il y a la draw phase, la standby phase, la main phase 1, la battle phase, la main phase 2 et la end phase. Chaque phase a son importance. Elles ne sont pas obligatoirement toutes jouables. En réalité, il y en a deux que l'on peut passer, mais la plupart du temps, un tour se passera en utilisant l'intégralité de ces phases. Les deux joueurs ont donc les phases qui vont se dérouler dans la même façon, même sens. On commence donc toujours avec 5 cartes en main. Et la première phase est donc la phase de pioche, la draw phase. Durant cette phase, le joueur du tour pioche une carte. Petite subtilité, depuis longtemps maintenant, le premier joueur, celui qui commence le tout premier tour, lors de sa draw phase, ne piochera pas de cartes. Il commencera avec 5 cartes en main, aura la main et pourra commencer à jouer. Donc lui concrètement, il va dire draw phase, rien faire, standby phase, rien faire, main phase 1. Il commencera à jouer. On a donc ensuite la fameuse standby phase. Cette phase nous permet concrètement d'activer des effets durant la standby. Donc il y a des cartes qui vont spécifiquement avoir comme écrit durant votre standby phase, durant la standby phase adverse ou durant la standby phase tout court. Invoquer une carte de tel nom, piocher une carte, aller chercher quelque chose, ainsi de suite. Faites-vous un café, je sais pas. Et il y a également la possibilité de commencer à activer des effets qui seraient par exemple des effets rapides. Donc notamment les monstres, certains monstres vont avoir un petit intitulé avec écrit effet rapide entre parenthèses, et c'est à des moments où vous aurez une opportunité de les jouer. Il en va de même pour tout ce qui est les magies jeux rapides par exemple. Et ensuite on passera donc à la main phase 1. La main phase 1 est la première phase dans laquelle le jeu va vraiment commencer à se développer. Durant la main phase 1, on va notamment pouvoir commencer à invoquer des monstres. On va également pouvoir commencer à activer des effets qui nous permettent d'aller chercher des cartes de son deck à sa main. Et on va également pouvoir commencer à activer tout ce qui est magie et piège pour faire quelque chose. Des fusions par exemple. Ensuite, la main phase 2, elle, ce sera quelque chose d'équivalent, mais qu'on peut justement skip. Mais avant, du coup, vient la battle phase. La battle phase, c'est pas compliqué. C'est une phase durant laquelle les monstres que vous avez sur votre terrain vont pouvoir aller se taper. Ils vont pouvoir aller se battre contre des monstres adverses, s'il y en a, ou alors directement connecter avec le visage de votre adversaire pour lui retirer des points de vie. Durant la battle phase, il y a une phase un peu particulière qu'on appelle la damage step, parce qu'à chaque fois qu'un combat a lieu, une damage step aussi a lieu. Il y a avant la damage step, pendant la damage step et après la damage step. Alors, c'est une phase assez complexe, donc je vais essayer de faire le plus simple pour que ceux qui, du coup, veulent vraiment s'y intéresser
ait quand même de quoi comprendre et je referai sûrement peut-être une vidéo plus poussée là-dessus quand je viendrai sur les termes un peu techniques du jeu. Et en fait, du coup, l'avant damage tape, concrètement, c'est au moment où on a déclaré l'attaque, avant, on regarde tout ce qui se fait littéralement avant le combat. Donc, si cette carte combat, elle va gagner des stats, elle va gagner 400 d'attaque. Lorsque cette carte déclare une attaque, piocher une carte. Tout ce genre d'interaction. Tout ce qui peut être fait aussi, c'est ce qui va avoir une interaction sur la position de combat, une carte qui va dire cibler un monstre sur le terrain, le vôtre comme celui de l'adversaire, changer sa position de combat en position de défense, mettez-le face verso, et ainsi de suite. Ou alors tout ce qui va changer les statistiques, augmenter l'attaque, baisser la défense, etc., etc. Ensuite, nous avons pendant la damage tape, c'est pas compliqué, les deux monstres vont se taper l'un sur l'autre, on fait le calcul, on voit qui reste en vie, qui meurt, point. Ou alors je tape sur mon adversaire, du coup durant la damage tape, je lui retire des points de vie équivalents à l'attaque du monstre. Après la damage tape, on regarde l'état des cartes. Par exemple, Marine d'Amazoness a combattu la princesse Amazoness, la princesse a beaucoup moins d'attaque, dans ce cas-là la princesse meurt, et ma reine, elle reste. Petit détail, pour ceux du coup qui ne le sauraient pas, c'est en termes de combat, on regarde la stack d'attaque et de défense en fonction de la position du monstre. Si mon monstre est en position d'attaque, je ne prends en compte que la statistique d'attaque. S'il est en position de défense, je ne regarde que la statistique de la défense. Un monstre ne peut attaquer que s'il est en position d'attaque, sauf cas particulier, cas écrit sur la carte, etc. Et le calcul se fait entre les deux selon leur position. Si un monstre en position d'attaque attaque un monstre en position d'attaque, on fait le calcul par rapport à cette stat. Si mon monstre en position d'attaque attaque un monstre en position de défense, je regarde par rapport à sa défense. Autre détail, c'est que on a l'équivalent un peu d'un piétinement de Magic, mais sur tout le monde. Si mon monstre met KO le sien, mais qu'en termes d'attaque, je suis bien au-delà de ce que lui il avait, par exemple moi je tape à 2400 sur un monstre à 1002, et ben j'ai le double de son attaque. Mais les 1002 que je mets au-delà de ce que lui il avait, j'en fais quoi? Eh bien le au-delà va aller directement dans le visage de mon adversaire. Du coup il perdra un monstre plus des points de vie. Mais ceci ne marche que sur la position attaque. En position de défense, je vais juste détruire le monstre adverse, point. Cas particulier, les effets qui disent faites des dommages de combat perçants. Les combats perçants, dans ce cas-là, oui, je passe à travers de la défense et le surplus, effet piétinement, arrivera dans le visage de l'adversaire. Ensuite, nous avons donc la main phase 2. La main phase 2 fonctionne exactement comme la main phase 1. On peut continuer d'activer des cartes, continuer de jouer des cartes de son extra deck, etc. etc. Bien évidemment, je dis qu'on peut invoquer un monstre, mais on peut très bien aussi le poser, hein. Il n'y a pas que les magies pièges qui se posent. On peut également faire l'invocation normale d'un monstre en position normale, comme le poser. Ce sera traité comme une invocation normale quand même. Enfin, à ce moment-là, il est juste posé, il n'est pas invoqué, mais ça utilisera votre invocation normale du tour. Et aussi, du coup, s'il est retourné, parce que j'ai parlé d'invocations normales et spéciales, il y a aussi des invocations flip. C'est lorsqu'un monstre en position de défense face verso passe en position d'attaque face recto. Et je parle bien d'invocation flip. C'est-à-dire que si votre adversaire attaque votre monstre et qu'il se retourne, c'est comme si vous attaquez un monstre en position de défense face verso, il va se retourner pour savoir c'est quoi ses stats et tout, ses effets s'il en a. À ce moment-là, il n'y a pas d'invocation flip. Il est juste retourné par flip. Donc durant la main phase 2, il va y avoir vraiment plein de petites choses qui peuvent arriver. Et ensuite, il y aura la end phase, durant laquelle le joueur du tour met fin à son tour, regarde il a combien de cartes en main, s'il en a plus de 6, donc 7, etc., il devra en défausser jusqu'à en avoir 7 dans sa main, donc s'il en a plus de 7, parce que 6 c'est pas grave. Et on va également regarder s'il n'y a pas des effets durant la end phase, faites ceci, etc. Puis on passera le tour à l'adversaire qui commencera son tour de manière classique. Donc draw phase, je pioche, stand-by, main phase, etc. Mais il y a une petite subtilité au niveau des phases, c'est que j'ai dit qu'il y avait quand même deux phases qu'on pouvait un peu outrepasser. La draw phase, la stand-by phase, vous les aurez forcément. Vous ne pouvez pas vraiment les esquiver, sauf si votre adversaire active des cartes qui disent sauter la prochaine stand-by phase de votre adversaire, par exemple. La main phase 1, pareil, vous n'êtes pas vraiment censé pouvoir ne pas la faire, le début de votre tour. La battle phase, eh bien, n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, ok, je vais invoquer des monstres,
Mais bah, je n'ai rien moi, j'ai pas grand-chose pour attaquer. Du coup, je vais dire main phase 1, j'invoque mes monstres, je pose mes magies pièges, fin de tour. Et après, du coup, on passera à l'adversaire. C'est la même chose pour la main phase 2. La main phase 2 est obligatoire si vous êtes passé par une battle phase. Vous ne pouvez pas dire battle phase, end phase. Vous allez forcément passer pendant un petit temps dans la main phase 2, ce qui fait que votre adversaire aura une opportunité durant ce moment-là. Et du coup, si vous ne passez pas par la battle phase, vous dites directement main phase 1, end phase, dans ce cas-là, vous passerez à la end phase. Autre petite chose, c'est que, comme je l'ai dit, donc vous pouvez skip des phases, mais c'est surtout que durant le premier tour, et uniquement le premier tour, donc celui où le premier joueur ne pioche pas, eh bien en fait, vous n'avez pas de battle phase, ni de main phase 2. Vous pouvez pas les taper. Ça évite justement je fais mon combo, je mets 8000 sur mon board et je te tape à 8000 directement alors que tu n'as même pas joué. Donc le premier tour, grosso modo, c'est draw phase, stand-by phase, je commence à jouer, peut-être si j'ai des trucs pour. Main phase 1, je construis mon board, end phase à mon adversaire, qui lui va commencer à jouer, faire son tour classique, passer probablement par la battle phase pour aller se taper, et ainsi de suite. Donc ça c'est le fonctionnement d'un tour, on va dire, classique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé à en apprendre un petit peu plus. Si vous avez des questions, des suggestions, la section commentaires est faite là pour ça. La prochaine vidéo sortira d'ici, je pense, quelques jours après celle-ci, le temps que je finisse de la tourner, etc. Et elle portera pour terme enfin, elle aura comme thème, pardon, certaines cartes particulières, donc je vais dire des mots qui vont peut-être faire peur à certains, mais tout ce qui est engine, entrap, staple, tous ces trucs un peu compliqués, mais qui sont extrêmement présents dans le jeu et qu'il est important de connaître. Donc je vous en présenterai quelques-unes, certaines qui sont extrêmement connues comme Floraison de sang des Joyeux Printemps. Si quelqu'un me dit qu'il ne la connaît pas, bah, il ne joue pas à Yu-Gi-Oh! En fait, tout simplement. Il joue à Pokémon, One Piece, je sais pas, un autre TCG, et ainsi de suite. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne fin de soirée, bonne fin de journée. A plus, c'était Eleven. Ciao!